Un nouveau journal sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres au sommaire de cette édition. Une réunion biennale du réseau des parlementaires africains contre la corruption, une 8e assemblée générale qui se tient au Bénin pour repenser le réseau APNAC et repositionner en tant que partenariat privilégié des États dans la lutte contre la corruption en Afrique. Et le ministre conseiller spécial auprès du président de la République de Côte d'Ivoire porte un message au président de la transition burkinabé. Ali Koulibaly a été reçu ce jour par le président Paul-Henri Damiba. Et en Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires ivoiriennes se prémunissent contre le virus Marburg. La fièvre hémorragique contagieuse détectée au Ghana, pays voisin de la Côte d'Ivoire. Les premières recommandations sont la surveillance aux frontières et l'appel à la vigilance. Bienvenue dans ce 23h. Une délégation du gouvernement ivoirien a été reçue ce jour à Ouagadougou par le président de la transition du Faso, Paul-Henri Damiba. Délégation conduite par Ali Koulibaly, le ministre conseiller spécial du président de la République Alassane Ouattara, accompagné de la fille de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré. Une lettre a été adressée par l'ex-président burkinabé et elle a été transmise au cours de cette rencontre. Le point de Viviane Aïma. Dans l'objectif d'unir toutes les forces vives du Faso afin de faire bloc contre la montée du péril terroriste ainsi que les conflits intercommunautaires dans ce pays, le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a initié récemment un processus de réconciliation nationale pour réconcilier tous les fils et filles du Faso à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Dans ce cadre, il avait décidé d'une rencontre de concertation au sommet entre les anciens chefs d'État du Burkina Faso. Une initiative à laquelle le président Blaise Compaoré a donné son assentiment en acceptant de se rendre le 8 juillet dernier à Ouagadougou pour répondre à l'invitation du président Paul-Henri Damiba. Toujours dans le souci de voir le Burkina Faso retrouver la paix et la sécurité. Ce mardi 26 juillet, le président Blaise Compaoré, faisant preuve de grandeur d'esprit, a, dans une lettre adressée au peuple burkinabé, fait son mea culpa et demandé pardon. Le ministre conseiller spécial auprès du président de la République, Ali Koulibaly, était porteur de ce message au président Paul-Henri Damiba. Il était accompagné par Djamila Compaoré, la fille du président Blaise Compaoré. J'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. La gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements. Nous le pouvons. Nous le devons à notre cher pays dans un sursaut patriotique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Sans s'immiscer dans les affaires intérieures du Burkina Faso, le président Alassane Ouattara souhaiterait que le peuple burkinabé, le peuple frère du Burkina Faso, entende ce message
extrêmement fort de l'ancien président Blaise Compaoré, à qui il accorde l'hospitalité en Côte d'Ivoire depuis 8 ans, par humanisme et en raison des valeurs auxquelles il croit, au nom desquelles il y a la dignité humaine et le respect de l'intégrité des personnes. Le Burkina Faso réconcilié, gage important pour résister efficacement devant l'avancée du terrorisme. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étant 2 pays voisins, 2 pays frères, devant faire front ensemble contre ce mal. Voilà la Côte d'Ivoire qui contribue au processus de réconciliation au Burkina Faso. Poursuivons toujours hors du pays avec l'actualité parlementaire. Le réseau des parlementaires africains contre la corruption est réuni pour sa 8e assemblée générale, une biennale qui se tient à Cotonou, au Bénin, en présence du président ivoirien de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Les parlementaires de l'APNAC engagent le combat contre la corruption, ce fléau qui freine le développement des États africains. Moussa Konaté. 8e Assemblée générale biennale du réseau des parlements africains contre la corruption. Les parlementaires du continent sont réunis à Cotonou, au Bénin, pour réfléchir sur leur rôle et contribution dans le combat contre le phénomène de la corruption. Chaque année, plus d'1 milliard de dollars sont versés en pots de vin, plus de 2600 milliards détournés. Le montant des fonds soustraits de leur destination par la corruption est 10 fois plus élevé que celui de l'aide publique au développement. Elle constitue une menace pour la stabilité des institutions qu'elle rend d'ailleurs inefficaces, une menace pour la sécurité de nos États avec des guerres partout. Elle sape la démocratie, elle annule le droit de l'homme, elle dérègle les mécanismes de fonctionnement des États. La corruption, un fléau qui fragilise l'économie des États et qui freine le développement. Les parlementaires africains dénoncent la pratique et n'appellent donc à une synergie pour une lutte efficace. Nous, parlementaires africains, sommes donc clairement interpellés pour jouer notre partition dans le combat contre ce mal, en plus des procédures juridiques fondées sur les dispositions anticorruption efficaces du droit pénal. Les commissions parlementaires d'enquête peuvent permettre de mettre en évidence les responsabilités politiques impliquant le gouvernement dans les allégations de corruption. Invité d'honneur de cette rencontre internationale, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, partage sa vision sur l'engagement des parlementaires face au phénomène de la corruption. Notre statut de représentant et porte-voix des peuples nous octroie la légalité et la légitimité nécessaires pour contribuer au renforcement de la bonne gouvernance dans nos États respectifs en proposant des mesures vigoureuses en vue d'endiguer la corruption. Il paraît opportun que nous, parlementaires, nous nous approprions quelques grands principes et valeurs inhérents au parlementarisme. Il s'agit entre autres des principes de transparence, de reddition des comptes et de redevabilité envers les populations, nos mandants. Il faudrait que les parlementaires que nous sommes n'hésitions pas à prendre la parole, à expliquer les lois et à inciter les milieux associatifs, le secteur privé et d'autres acteurs clés à s'impliquer activement dans la lutte contre la corruption. Le président Adama Bictogo se prononce également sur les initiatives prises par la Côte d'Ivoire pour stopper ce mal qui se dresse contre le développement économique des pays. En 2012, le gouvernement ivoirien a ratifié la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et celle des Nations unies. En début d'année 2022, notre Assemblée nationale a adopté à l'unanimité de ses membres le protocole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la lutte contre la corruption. Le réseau des parlementaires africains contre la corruption existe depuis 1999. Sa mission, participer activement aux actions de lutte contre la corruption dans les États africains. Nous poursuivons avec cette réunion en préparation du Conseil de l'Entente. Un comité des experts prépare le Conseil des ministres des États membres du Conseil de l'Entente.
Une réunion qui se tiendra jeudi prochain. Les ministres procéderont à l'examen du projet annuel de performance 2022 du secrétariat exécutif. Les différents points à développer au cours de cette rencontre ont été examinés ce mardi. Michel Dicré. Conformément aux dispositions de la charte et du règlement financier du Conseil de l'Entente, le Conseil des ministres de l'institution consacre l'une de ses sessions ordinaires à l'arrêté des comptes des exercices clos. Mais avant, c'est le comité des experts qui planche sur les points inscrits à l'agenda. Son président donne les enjeux de cette 22e session. Le Conseil de l'Entente est sur une bonne dynamique de performance, marquée par des projets intégrateurs innovants, soutenus notamment par un fort attachement aux principes de sincérité budgétaire et d'efficaces mécanismes de veille et de contrôle financier. Notre rôle en tant que comité des experts est de soutenir et de bonifier cette dynamique en examinant dans le détail les différents rapports d'activité à nous soumis, en formulant des recommandations constructives et évolutives. Des recommandations évolutives, l'une des priorités de Marcel Lamontano qui, depuis sa prise de fonction à la tête du secrétariat exécutif, s'attelle à redonner au Conseil de l'Entente son lustre d'antan. Le Conseil de l'Entente n'était pas très visible, il faut l'avouer, au niveau de ses activités. Donc la première chose que nous avons essayé de faire, c'est de communiquer. La nouvelle orientation, c'est de ramener le Conseil de l'Entente à ses fondamentaux premiers. C'est la concertation politique des États, la solidarité, l'entraide. Et dans cette dynamique, en attendant le nouveau plan stratégique, comme vous l'a dit le président du comité des experts, le plan stratégique 23-27, nous avons exprimé la solidarité du Conseil de l'Entente en initiant un plaidoyer en faveur d'une action humanitaire pour le Burkina et le Niger qui souffrent particulièrement des attaques terroristes. Toutes les nouvelles orientations de l'institution sont en attente de validation par les chefs d'État des 5 pays membres. Ce mardi, il a été mis en service le tout premier butanier battant pavillon ivoirien. C'est un navire d'une capacité de stockage de 22 000 tonnes de gaz pétrole liquéfié. Et c'est une bonne nouvelle pour les ménages qui ne devront plus craindre les pénuries de gaz butane. Suivant le développement de Lanciné Bakayoko. Ce navire-citerne dédié exclusivement aux importations de gaz butane en Côte d'Ivoire est le fruit d'un partenariat entre la Société nationale d'opération pétrolière et le groupe privé nigérien Sahara. L'acquisition de ce butanier vient anticiper les risques de pénurie de gaz butane, surtout que la consommation nationale reste fortement tributaire des importations à hauteur de 90%. La capacité de stockage actuelle de notre pays ne nous couvre que sur 10 jours, pour un objectif de 60 jours. Dans un tel contexte, pour sécuriser nos approvisionnements, il nous fallait disposer de moyens propres de transport tout en augmentant nos capacités de stockage. La mise en service de ce tout premier butanier battant pavillon ivoirien va être couronnée par un projet de construction d'une sphère de stockage de 12 000 tonnes métriques. Pour rendre le gaz butane plus accessible aux ménages et éliminer à terme le recours au bois de chauffe, l'État subventionne le prix d'achat du gaz sur l'ensemble du territoire national. C'est en moyenne près de 30 milliards de francs CFA de subventions annuelles que l'État accorde aux ménages. C'est le lieu d'en appeler au sens du civisme de nos concitoyens, notamment ceux qui utilisent le gaz comme moyen de combustion pour les véhicules de transport. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly, qui affiche sa détermination à relever les défis liés notamment à la découverte de l'important gisement pétrolier Baleine et l'augmentation du parc électrique pour faire face aux besoins de croissance, a pu visiter ce butanier capable de transporter 22 000 tonnes métriques dans ses différents compartiments. Conclusion, les ménages utilisant le gaz butane n'ont pas à s'inquiéter. Voilà une belle nouvelle. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage ambitionne
de booster l'employabilité des jeunes dans les métiers agricoles. C'est un projet en partenariat avec l'IITA, un groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. Et l'objectif, c'est de favoriser le rajeunissement de la population agricole et d'intégrer des modes de formation modernes et d'attirer le maximum de personnes, car les besoins en termes de profils qualifiés sont largement insatisfaits dans ce domaine. Issa Yeo. Favoriser la création d'emplois dans le secteur agricole. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en a fait sa préoccupation. C'est dans ce cadre que le ministre Kofi Nguessan a effectué une séance de travail avec des responsables de l'International Institute of Tropical Agriculture, IITA, venu du Nigeria à son cabinet au plateau. J'aimerais bien dire que l'agriculture n'est pas seulement limitée aux travaux de champs, mais il y a plusieurs opportunités dans le secteur agricole au long de la chaîne de valeur. Il y a certainement des opportunités pour les jeunes et on n'aimerait certainement pas que les jeunes comprennent l'agriculture comme leurs grands-parents ont compris l'agriculture et que nécessairement l'image de la pauvreté associée à l'agriculture soit changée. Le ministère a eu à mettre en place deux grands programmes, l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Dans le cadre de la deuxième chance, nous sommes en train de rechercher des partenaires qui pourront nous aider à requalifier ou à former de nombreux jeunes au métier. En faisant venir l'IITA de Ibadan au Nigeria, c'est bénéficier de leur expertise d'une durée de près de 50 ans dans laquelle ils sont là-dedans et faire aussi en sorte que l'IITA nous explique le succès retenu ou le succès obtenu des programmes antérieurs et comment former les jeunes sur la chaîne de valeur agricole. Le ministre Kofi Nguessan, à travers ces échanges, veut traduire en acte la volonté du président de la République Alassane Ouattara de former les jeunes à différents corps de métier, notamment l'agriculture. Et les formations envisagées permettront de mettre en place des cultures pérennes, mais aussi des cultures vivrières pour réduire significativement la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Parlons de la recherche scientifique qui prépare la 3e conférence internationale sur les pesticides. La 3e conférence internationale sur les plantes à pesticides, elle s'est ouverte hier à Yamoussoukro et c'est un cadre de réflexion qui se tient sur la promotion des plantes pesticides pour une agriculture durable et un environnement sain. Kader Sogodogo. Promouvoir les plantes à pesticides pour une agriculture durable et un environnement sain. C'est le thème de la 3e conférence internationale sur les plantes à effet pesticide qui s'est ouverte en terre ivoirienne. Yamoussoukro accueille plus de 200 participants venus du monde entier, pour la plupart des chercheurs. Il s'agit, à travers cette rencontre, d'offrir aux acteurs un cadre d'échange et de réflexion sur les avancées des travaux relatifs aux plantes à pesticides. Un état des lieux sera dressé. Nous sommes confrontés depuis un moment aux effets du changement climatique. Et les effets du changement climatique produisent des gaz à effet de serre qui, à leur tour aussi, favorisent le développement des maladies et des insectes ravageurs. Et normalement, ces maladies et les insectes ravageurs ont une répercussion négative sur la production agricole, la production animale, et aussi sur même nos ressources forestières. Donc le thème, c'est de pouvoir trouver à partir de nos ressources naturelles que sont les plantes, des alternatives pour combattre les maladies, les parasites qui sont responsables des maladies et les ravageurs qui s'adaptent au changement climatique. Les ministères ivoiriens impliqués attendent beaucoup de travaux. À travers la Direction générale de la recherche et de l'innovation, est en train de construire un plan de riposte national pour consolider le schéma de résilience de notre pays à partir de solutions endogènes en lien avec le secteur privé et la société civile. L'alternative d'explorer donc de nouveaux pesticides à partir des plantes sauvages nous paraît idéale et arrive à bonne date. C'est pourquoi le ministre salue cette conférence. Nous avons besoin des résultats de la recherche scientifique pour soutenir nos décisions. Et nous nous appuyons sur les travaux des experts de la communauté scientifique nationale et internationale pour justifier les décisions que nous prenons.
Cela nous permet de réduire le risque donc de nous tromper sur les solutions à apporter aux défis environnementaux. La cérémonie d'ouverture a vu la passation entre le Kenya et la Côte d'Ivoire à la tête de la Société internationale pour les plantes à pesticides. Le mandat ivoirien va durer 4 années. À présent, ce communiqué de la CEI, la Commission électorale indépendante informe les organisations de la société civile OSC, les organismes nationaux et internationaux désireux de participer à l'observation des élections partielles, sénatoriales et législatives prévues le 3 septembre 2022 que le dossier d'accréditation à fournir comprend les pièces suivantes. 1. Un formulaire de candidature à télécharger sur www.cei.ci. 2. Une copie du récépissé de dépôt de déclaration ou de la publication au journal officiel. 3. Le rapport de la dernière campagne d'observation pour les anciennes organisations. 4. Une copie des statuts et du règlement intérieur pour les nouvelles organisations. 5. Un rapport de formation ou tout autre document justificatif du renforcement des capacités des agents. 6. Une photocopie de la CNI du représentant légal. Et la pièce 7. Une photographie en couleur de chaque agent observateur au format 3,5 cm sur 4,5 cm sur support numérique de taille inférieure ou égale à 50 kilo-octets. Le dossier d'accréditation complet est à déposer au siège de la CEI, à Abidjan, Cocody, les Deux Plateaux, Carrefour Duncan, route du Zoo, au plus tard le 15 août 2022. Passons au dossier de ce mardi. Le dossier présente les actions engagées pour la nutrition, le développement de la petite enfance en Côte d'Ivoire, un programme multisectoriel qui est exécuté dans ce cadre dans 14 régions du pays pour lutter contre la malnutrition des enfants jusqu'à 5 ans et assurer un bon développement psychomoteur. Les communautés bénéficient de foyers de renforcement des activités de nutrition, des initiatives encouragées par la Banque mondiale et dont parle ce soir dans Eco Plus, Eugène Toubé. Nous sommes à Amanvi, village de la sous-préfecture de Tanda dans la région de Gontougo. Amanvi, première étape d'une mission de supervision de la Banque mondiale dans le cadre du PMN-DPE, projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. En 2 semaines de présence, la mission de la Banque mondiale a pu passer en revue plusieurs villages touchés par le projet à travers des visites sur site dans 6 régions. Depuis la survenue de la pandémie de Covid, cet appui se faisait de façon virtuelle. Maintenant que la situation s'est calmée, ils se déplacent en présentiel pour venir constater d'eux-mêmes de manière à nous faire de très bonnes suggestions, de très bonnes propositions pour l'avancée du projet. Les activités exécutées ont pour finalité assurer une bonne nutrition aux enfants autant que leur développement psychomoteur et cognitif. Les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et en âge de procréer, cible du projet, bénéficient des activités du franc. Foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. Le corps préfectoral est un maillon très fort. Et ici, le COSNAPE, qui est donc dirigé par le sous-préfet, et ensuite maintenant piloté par le préfet des régions, c'est vraiment impliqué. De sorte qu'effectivement, les difficultés qui peuvent apparaître sur le terrain ont été jugulées pour que nous puissions atteindre nos objectifs qui nous ont été signés par les chefs de l'État. Le corps préfectoral joue un rôle fondamental dans la réussite du PMN-DPE. Le sous-préfet est obligé, dans le déroulement des bonnes activités du Front, de tenir des réunions, d'être en parfaite collaboration avec la population. Parce que chaque fois qu'il y a des difficultés sur le terrain qui nous sont remontées, nous ne cessons de sensibiliser les populations, de leur faire des recommandations afin de permettre une bonne évolution du projet. Le COSNAPE, au sein duquel se trouvent divers points focaux, au nom de la multisectorialité et dirigé par le sous-préfet, a réussi par la sensibilisation
à convaincre les communautés villageoises à adhérer au projet et se l'approprier. Nous sommes engagés à sensibiliser les populations pour qu'elles sachent que le projet est leur affaire, parce que porte sur les enfants qui sont les leurs et que leur santé, leur développement leur incombe. La mise en place des AGR, activités génératrices de revenus, est une dimension importante du projet de nutrition et de développement de la petite enfance. Chaque franc reçoit, sous forme de subvention du PMNDPE, 500 000 francs CFA non remboursables pour développer son AGR. Tout le monde est content du fait qu'ils ont donné des AGR pour pouvoir s'occuper, puisqu'il y a un bénéfice qui parvient aux animateurs. Ces AGR, non seulement ça motive nos animateurs, mais ça leur permet d'apprendre un métier, d'apprendre à compter sur eux-mêmes. À la longue, si nos bailleurs se retirent, je pense qu'avec un financement, ces animateurs peuvent tenir correctement ces francs. Dans tous les villages touchés par le PMNDPE, le concept franc est une réalité. Admirable l'enthousiasme des communautés, notamment les animateurs qui exécutent avec beaucoup de conscience les activités au sein des francs. Leur seul soutien financier, les bénéfices perçus de leurs AGR respectives, des efforts devant lesquels les membres de la mission sont tombés d'admiration dans un contexte d'engagement participatif des communautés pour le bien-être des enfants. Cet espace des enfants, c'est magnifique. Voir les enfants développer physiquement et cognitivement, émotionnellement, tout le futur était magnifique pour cet enfant parce que c'est effort. On ne peut pas proposer les mêmes jeux à tous les enfants. Donc il faut catégoriser les jeux et diversifier les jeux. Je pense qu'on pourra atteindre les objectifs de développement de ces enfants. C'est en 2020 que ces espaces dédiés aux activités de nutrition et de développement de la petite enfance ont été mis en place. 2 ans plus tard, la naissance du PMNDPE en 2018, projet financé par la Banque mondiale avec pour partenaire Power of Nutrition. Les rapports qui sont partis sont en conformité, j'allais dire pratiquement à 100% avec effectivement ce qu'ils veulent sur le terrain. Je voulais vraiment dire merci aux populations, aux chefs des villages, aux mutuelles, demander également aux cadres de s'impliquer davantage pour soutenir effectivement ces francs. Ce sont de nouvelles activités avec un nouvel dispositif. Comment renforcer ce que nous faisons, autonomiser nos activités pour que ce soit pérenne avant que le projet prenne fin. Un satisfecit général se dégage de la visite dans les francs de la mission de la Banque mondiale. Pour autant, les partenaires au projet suggèrent au coordonnateur national d'accentuer dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire les activités spécifiques à la nutrition, la mobilisation communautaire et l'accompagnement des communautés, afin de booster le PMNDPE via des AGR bien structurés, dans une perspective de pérennisation du projet. Voilà des actions pour améliorer la nutrition infantile qui sont également associées au développement psychomoteur et cognitif de l'enfance. Tout plein d'actions encouragées par les bailleurs de la Côte d'Ivoire. Passons à présent au point Covid de ce mardi. En Côte d'Ivoire, ce jour, 57 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés. 52 nouvelles guérisons également déclarées. Il reste dans le pays encore 172 cas déclarés qui restent encore actifs. À cette date, 17 034 907 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Parlons toujours de santé. Les autorités sanitaires ivoiriennes se prémunissent contre le virus Marburg, la fièvre hémorragique contagieuse détectée au Ghana, pays voisin de la Côte d'Ivoire. La surveillance aux frontières et l'appel à la vigilance des populations sont les premières recommandations. Patricia Omouetia. 2 cas de la maladie à virus Marburg, une fièvre presque aussi meurtrière qu'Ebola, ont été enregistrés au Ghana début juillet. Depuis la date du 17 juillet 2022, le Ghana, qui est un pays voisin, un pays frère, a déclaré une épidémie de la maladie à virus Marburg. L'épidémie est survenue dans un endroit qui est au niveau de la frontière
entre la Côte d'Ivoire et le Ghana au niveau du nord-est de la Côte d'Ivoire. Les zones à risque sont Bondoukou, Téini, Doropo et Bouna. Cependant, le professeur Beignet Joseph rassure. La Côte d'Ivoire a pris des mesures, notamment le contrôle des frontières et la mise sur pied d'un comité de veille. Face à cette situation, les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris les devants en donnant un certain nombre d'instructions, notamment en diffusant des directives sur la maladie aux régions sanitaires, aux districts sanitaires, à tout le personnel de santé de la frontière est de la Côte d'Ivoire pour qu'ils sachent, ce personnel-là, reconnaître les signes de la maladie et puis alerter rapidement pour qu'on prenne en charge les cas suspects qu'on aura identifiés. Pour le directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, la menace reste permanente car il n'existe pas de vaccin ou de traitement antiviraux approuvés pour traiter le virus. Les mesures de prévention doivent donc être appliquées. En tout cas, au moment où je vous parle, il n'y a aucun cas de maladie à virus Marburg en Côte d'Ivoire. Nous devons éviter de manipuler un animal qui est mort, un animal sauvage surtout qui est mort, ou bien le consommer. Si nous consommons la viande, il faut que ce soit la viande bien cuite. Et nous devons également éviter de toucher les urines, le sang de personnes qui peuvent être suspectes de cette maladie. L'OMS avait annoncé en septembre 2021 la fin du premier épisode du virus de Marburg en Afrique de l'Ouest, 42 jours après l'identification d'un cas unique en Guinée. Des flambées et des cas sporadiques avaient par le passé été signalés ailleurs en Afrique, notamment en Afrique du Sud, en Angola, au Kenya, en Ouganda et en République démocratique du Congo. Voilà, et face au virus Marburg présent au Ghana, les autorités ivoiriennes veillent sur leurs frontières et à nous, population, de rester vigilants et suivre respectueusement les mesures énoncées par les autorités sanitaires ivoiriennes. Ceci met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis.